Hi, I have an emergency. There's a lady on the side of the road. She's chained up. Her name is Sherry Panini. And when she said the kids are here, that was like, something is wrong. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT dans ce mois de JVDT, puisque pour ceux qui savent pas, je sors une vidéo par jour pendant un mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les 30 JVDT qui sont en cours tout le mois de septembre. Et aujourd'hui, je vais raconter une histoire qui m'a énormément choquée quand j'ai commencé à faire mes recherches, puisqu'on va parler de la disparition d'une maman. Et je ne vais pas en dire plus parce que j'ai pas envie de spoil. En tout cas, ça vaut le coup de rester jusqu'à la fin, surtout que je veux vraiment vos avis dans les commentaires pour voir qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis, pourquoi s'est passé ce qui s'est passé avec cette personne. J'essaye de pas en dire plus, mais bref, on attaque cette JVDT. En novembre 2016, Chérine Papini, qui était déjà mariée et avait 2 enfants, devait aller chercher ses petits à l'école comme elle le faisait tous les jours. Quand son mari est arrivé à la maison après le travail, il s'est rendu compte que ses enfants n'étaient pas dans le coin et sa femme non plus. Ils se sont tous les deux rencontrés quand ils étaient au collège. Malheureusement, ils se sont perdus de vue pendant des années et finalement, ils se sont retrouvés. Et la suite, ça va être très rapide puisqu'après 3 rendez-vous seulement, ils ont emménagé ensemble. Elle est très rapidement tombée enceinte de leurs 2 enfants et leur relation semblait aller parfaitement bien. Chérie, elle disait toujours que son mari était son meilleur ami, qu'elle avait énormément de chance, qu'ils formaient tous les deux une grande équipe, qu'ils étaient très amoureux. Et c'est aussi de cette façon que la famille et les voisins voyaient le couple. Ils avaient l'air tout le temps très heureux. Il n'y a pas un témoignage d'embrouille entendu dans leur maison, de cris, de quoi que ce soit. Tout semblait aller parfaitement bien. Ils se sont mariés en 2009 en Californie et on va faire une avance rapide jusqu'à 2016. Donc on voit que c'est une relation qui dure depuis des années. 2009-2016, je sais pas combien d'années ça fait parce que j'ai pas envie de faire des maths, mais ça fait beaucoup. Comme je vous ai dit, Kif, il est rentré chez lui et sa femme n'était pas là. Et c'est vrai qu'il s'est direct inquiété parce qu'ils avaient vraiment une routine qui était installée depuis des années. Donc généralement, il rentrait du travail vers 17h et Chérie devait aller chercher les enfants à l'école vers 16h30, 16h45. Donc ça veut dire que quand Kif rentrait du travail, les enfants étaient déjà rentrés depuis environ 10-15 minutes. Il a direct pensé au pire, qu'elle ait fait un accident de voiture en allant chercher les enfants. Première chose qu'il va faire, c'est qu'il va appeler son numéro de téléphone, mais personne ne va répondre. La dernière fois que les deux avaient communiqué, c'était vers environ midi à l'heure du déjeuner et Kif avait répondu seulement vers 13h parce qu'il pouvait pas utiliser son téléphone au travail. Et après ça, Chérie ne lui avait pas répondu. I called our daycare type place. First thing I said is, what time did Sherry pick up the kids today? And when she said the kids are here, that was like, something is wrong. Kif, il a direct pensé au fait qu'ils avaient chacun leur localisation au cas où s'il y avait un souci. Et il a direct vu donc que son téléphone était localisé sur une route de forêt. C'était une route où Chérie avait l'habitude de faire de la course à pied. Elle avait repris les entraînements il y a pas très longtemps, puisqu'elle se préparait pour une course très importante qui allait avoir lieu à la fin du mois. Kif va donc prendre la voiture, il va directement aller sur place. À ce moment-là, il n'a pas pensé à appeler la police. Et quand il arrive sur place, il va voir donc à l'endroit où le téléphone se situe, qu'il y avait donc le téléphone de sa femme avec les écouteurs. Mais chose très bizarre, c'est qu'en fait les écouteurs étaient enroulés autour du téléphone, vous voyez, comme à l'époque quand il n'y avait pas les AirPods. Donc déjà très bizarre que le téléphone soit posé comme ça sur le sol avec les écouteurs enroulés. Et encore plus étrange, il y avait une mèche de cheveux qui correspondait à la couleur de cheveux de Cheryl qui était enroulée également dans les écouteurs. C'est donc à ce moment-là que Kif appelle la police pour signaler la disparition de sa femme et ce qu'il venait de trouver. Et la police sur le moment, ils vont penser direct à la même chose, que c'était très bizarre parce que soit ça veut dire que Chérie a posé son téléphone là et elle est partie, ce qui n'aurait aucun sens, ou soit elle aurait été kidnappée ou renversée et si c'était le cas, le téléphone ne serait pas posé comme ça, enroulé avec une mèche de cheveux accrochée. Enfin, très bizarre. Une recherche massive pour retrouver Cheryl va commencer. Kif semblait très désespéré, il donnait de nombreuses interviews aux médias, il pleurait. Toute la ville s'est mobilisée puisqu'il connaissait le couple très bien et il pensait surtout aux enfants qui avaient perdu leur maman. Donc les gens, ils étaient vraiment présents. He jumped up on the couch with me and he knew something was up. And he said, Dad, you can tell me anything.
La police, ils ont carrément mobilisé des chiens, donc renifleurs. Ils ont émis des mandats de recherche, ils sont carrément allés interviewer tous les voisins. Une personne très très riche qui n'a jamais été révélée a décidé de mettre une récompense pour quiconque amènerait une information qui aiderait à trouver Sherry. Donc c'était une récompense de 50 000 $ quand même dès le début de l'investigation. Et cette personne a souhaité rester un anonyme, donc on ne sait pas qui c'est. Les jours passaient et aucun signe de Sherry. Ils faisaient des recherches absolument partout. Et la famille de Sherry, ils ont eu beaucoup de chance dans cette affaire parce que comme je vous ai dit, beaucoup de personnes sont mobilisées. La presse en parlait, c'était vraiment le rêve pour n'importe quelle famille qui a perdu quelqu'un, qui a un proche qui a disparu, parce qu'on sait il y a beaucoup d'affaires qui passent inaperçues. Et le cas de Sherry, ben, tout le monde en parlait. Et c'est donc 3 semaines plus tard, ils avaient toujours aucune piste, que l'affaire va prendre une tournure très étrange, puisque Sherry va être retrouvée en train de marcher dans la rue par un homme passé en voiture. Il a vu une femme blonde aux cheveux courts qui semble très blessée. Elle était couverte de sang, elle était très sale. Elle avait encore des chaînes aux poignets, aux chevilles et autour de la taille. Hi, I have an emergency. There's a lady on the side of the road needing help. She's chained up. Her vision's blurry and she needs an ambulance. You see her chained up? Yes. Her name is Sherry Panini. La police sont direct arrivés et là ils se sont dit waouh, cette femme a dû vivre un enfer pendant 3 semaines pour être menottée quand même. Les chevilles, le tour de taille, les poignets, avoir du sang partout, des blessures, il semblait qu'elle avait le nez cassé, elle avait des bleus de différentes couleurs, ce qui veut dire qu'elle a dû sûrement être battue pendant plusieurs jours. Elle avait aussi ses cheveux blonds qui avaient été coupés. Elle avait également des marques de brûlures sur les épaules. Bref, vous l'avez compris, elle avait vraiment vécu un enfer. Elle a direct été amenée à l'hôpital pour traiter toutes ses blessures. Et bien sûr, Keith a été immédiatement contacté. Keith, il était très soulagé que sa femme soit retrouvée, mais bien sûr, lui, en tant qu'homme, en tant que mari, il était brisé juste d'imaginer l'enfer que sa femme a vécu pendant ces 3 semaines. Ça doit être très très dur de voir la personne que tu aimes dans un état comme ça, enfin surtout que tu sais que tu ne peux rien faire pour la soulager sur le moment et même pour effacer le traumatisme d'avant. T'es vraiment impuissant et c'est horrible. Après que Sherry se soit rétablie, elle a donc dû parler à la police, bien sûr, pour raconter qu'est-ce qui s'est passé, qui lui a fait ça. Et au début, elle était très très réticente. Elle va dire à Keith que la raison pour laquelle elle ne voulait pas parler à la police, c'est parce que ses ravisseurs avaient des contacts avec la police. Du coup, elle avait peur de dire des choses et que ses ravisseurs puissent la capturer à nouveau parce qu'elle se sentait pas en sécurité, bien sûr. Elle avait tout raconté à Keith et Keith, il a insisté pendant des heures en la rassurant, en disant que la police était de leur côté, qu'elle allait parler juste à une policière qui était une femme, qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle était en sécurité. Il a rassuré pendant des heures et finalement, elle a décidé de raconter ce qui s'est passé. Et alors là, asseyez-vous parce que vous n'êtes pas prêts. Elle a dit du coup qu'elle avait été enlevée par 2 femmes, une plus âgée et une plus jeune. Toutes les 2 étaient hispaniques. Elle faisait que parler en espagnol. Elle dit qu'elle avait beaucoup de mal à les comprendre. Elle va dire que ce jour-là, du coup, elle était en train de courir et puis elle a été arrêtée par ces 2 femmes qui étaient dans une camionnette. Elle a été menacée avec un couteau et elle a été obligée de monter à l'intérieur. Ils l'ont emmenée dans un endroit très isolé. Elle va dire que le chemin était quand même assez long et ensuite elle a été enfermée dans un placard et elle a été torturée pendant des jours et des jours. Elle a également dit que ces femmes avaient brûlé une phrase donc sur son épaule et que c'était un verset de la Bible. Quand elle est arrivée à l'hôpital, la phrase n'était déjà plus lisible. Elle a déclaré aussi que pendant toute la captivité, les 2 femmes avaient un masque, donc elles pouvaient pas en fait reconnaître leur visage, elles pouvaient pas donner vraiment de détails et elle restait quand même assez vague sur les détails. Elle disait qu'elle se rappelait pas de tout, ce que d'après le médecin est la réaction d'une personne qui a subi un gros traumatisme. Généralement, quand la personne témoigne, au début, elle va vraiment s'en tenir au principal et elle va pas aller en détail. Les recherches pour retrouver ces 2 femmes ont beaucoup affecté la population latina de la ville en question parce que toutes les femmes qui parlaient principalement que espagnol avaient peur d'être identifiées, enfin d'être reconnues comme ces 2 femmes-là et être arrêtées alors qu'elles n'ont rien fait parce que mine de rien, Sherry, elle a juste dit que c'était 2 femmes hispaniques qui parlaient que espagnol, une qui était âgée, une qui était plus jeune. Donc toutes les femmes latinas,
Elle se sentait persécutée et dès que quelqu'un les regardait de manière insistante, elle rentrait directement chez elle. La police va travailler sans relâche pour retrouver les ravisseuses, mais les enquêtes ont fini par devenir très étranges et incohérentes parce que c'était très compliqué pour la police de déterminer un motif pour l'enlèvement de Sherry et surtout pourquoi ces femmes-là l'auraient relâchée sans aucune raison. Sherry semblait aussi avoir du mal à fournir des explications sur cet enlèvement, sur le pourquoi ces femmes l'auraient enlevé à elle et du coup la police lui reprochait un peu de pas pouvoir répondre à ces questions, mais je trouve que sur ça ils ont été un peu durs parce que il y a des gens qui enlèvent des gens sans aucune raison, il y a des gens qui torturent des gens sans aucune raison et demander à Sherry pourquoi est-ce que tu crois que ces femmes-là t'ont enlevé, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi, c'est pas à Sherry de trouver le pourquoi, c'est à la police, surtout quand on sait qu'il y a des gens qui font ça sans aucune raison. La police par exemple lui avait demandé qu'est-ce que c'était le verset biblique qu'ils avaient tatoué et Sherry a dit que c'était du livre l'Exode, mais elle a pas su donner plus de détails que ça, ce que la police trouvait bizarre également. Il y a eu donc plusieurs conférences où il disait qu'il cherchait une camionnette avec 2 femmes hispaniques à l'intérieur qui avaient probablement un couteau ou un pistolet. Certaines informations confidentielles n'ont pas été rendues publiques à ce moment-là. Sherry est coopéré à 100% avec la police. Keith, il a été considéré comme le premier suspect. Bien sûr, vous savez, à chaque fois le mari c'est le premier que la police cherche à en savoir plus. Il est passé un test pour voir s'il disait toute la vérité et il a également réussi le test. Ils ont aussi vu qu'il avait un alibi, ils ont fait des recherches sur lui et il a été totalement exclu de l'affaire. Nous voilà donc 2 ans plus tard, ils ont toujours aucune piste, aucune nouvelle, mais une chose est sûre, c'est que les tests ADN ont un peu avancé, donc ils avaient absolument tout conservé et ils ont décidé de faire des analyses. Et c'est vrai que le plus gros soupçon qu'ils avaient, c'est que Sherry avait été enlevée pour du trafic. Même si généralement c'est des femmes plus jeunes qui sont enlevées, mais comme le policier a dit, ce qui est horrible, il y en a pour tous les goûts. Donc le trafic sexuel, ils prennent un peu tout type de femmes et Sherry restait quelqu'un qui était quand même assez athlétique, qui était très belle. Dans ses vêtements, ils vont trouver un ADN qui était un ADN masculin. Déjà très bizarre, ils vont trouver aucun ADN féminin alors qu'elle a dit qu'elle a été enlevée par 2 femmes. Donc il devrait y avoir de l'ADN féminin, surtout qu'elle a été retrouvée avec les mêmes habits. Mais surtout, ils ont trouvé un ADN masculin. Ils ont fait une comparaison avec l'ADN de Keith, mais il se trouve que l'ADN en question ne correspondait pas. Donc pourquoi il y aurait de l'ADN masculin sur les tenues de Sherry? C'est là que l'enquête va commencer à prendre une autre tournure. Ils ont commencé un peu à se pencher sur Sherry parce qu'il y avait quelques policiers qui se demandaient, imaginez, elle a quelque chose à faire dans cette histoire. Mais c'est vrai que les gens avaient du mal à croire à cette possibilité parce qu'ils avaient regardé ses relevés de carte bancaire, elle les avait pas utilisés, son téléphone pendant ses 22 jours, elle les avait pas utilisés. Elle était revenue hyper mince, elle avait perdu presque 5 kilos quand elle est revenue de sa captivité. Donc ça veut dire qu'elle a été vraiment affamée, sans parler de toutes ses blessures. Pour eux, c'était pas possible que Sherry en sache plus que ce qu'elle dit, vous voyez. Mais voilà que quand ils vont fouiller le téléphone de Sherry, ils avaient vraiment regardé son relevé de téléphone pendant la période où elle avait disparu. Et ils ont décidé finalement de remonter quelques semaines et quelques mois en arrière. Et on va apprendre que quelques semaines avant son enlèvement, elle était en contact téléphonique avec un homme qui n'était pas son mari. Ils ont donc décidé d'approfondir sur les réseaux sociaux de Sherry parce que jusqu'à là, ils se penchaient vraiment sur l'entourage de Sherry. Mais là, ils se sont concentrés sur elle. Ils vont trouver des publications qui n'avaient pas trop de sens, c'était très mal écrit, où elle racontait des embrouilles qu'elle avait à l'époque du lycée avec des femmes hispaniques. Vous voyez la connexion? Nous voilà donc en août 2020, près de 4 ans après l'incident. La police a été chez Sherry, l'a mis dans une voiture de police et l'a amenée au poste. La police a également re-interrogé les amis, la famille et ils ont appris connaissance d'un ex-petit ami de Sherry qui s'appelle James. Et lui aussi, il a été appelé. Et James, contre toute attente, il va déclarer que pendant les 22 jours de disparition de Sherry, elle était chez lui pendant les 22 jours. James va dire qu'il ne parlait plus à Sherry depuis des années, mais qu'elle était venue lui parler pour lui demander de l'aide. Et Sherry va dire à James qu'elle était maltraitée par son mari, qu'elle voulait donc s'échapper de lui et que elle avait besoin d'aide. La police va poser une question en ce qui concerne les femmes hispaniques et James va dire qu'il n'y a jamais eu de femmes hispaniques, que du moins il n'est pas au courant. Il va dire que le plan a été fait par Sherry. Sherry lui a demandé de louer une voiture et donc de la récupérer quand elle faisait son footing un peu plus loin.
C'est donc elle qui a posé son téléphone par terre avec ses cheveux et elle est partie tranquillou avec James. Ils ont ensuite voyagé tous les deux pendant 9 heures vers le sud et elle est restée dans son appartement avec lui pendant des semaines. Il va révéler que la plupart des bleus qu'elle avait et des coupures ont été auto-infligées par elle-même et qu'elle demandait également à James de lui faire du mal mais qui refusait, qui ne pouvait pas faire ça, que c'était n'importe quoi, qu'il y avait d'autres solutions. Je pense qu'il parlait du fait de quitter son mec plutôt que de faire tout ça. Il va dire par contre que la marque sur son épaule, c'est bel et bien lui qui l'a fait. Il va dire que Sherry a insisté pour qu'il lui fasse ça, qu'elle savait que ça allait faire mal mais que c'était nécessaire. Tout a changé le jour de Thanksgiving quand en fait Sherry va dire à James que ses enfants lui manquaient et son mari aussi et qu'elle voulait donc rentrer chez elle. Et après ça, James n'a donc pas eu de nouvelles. Il a habité à 9 heures de route de chez Cheryl, donc il n'avait pas trop suivi tout ce qui se passait au niveau de la presse, soi-disant. Une amie de Cheryl va dire que quand Sherry était enfant, c'est comme ça qu'elle affrontait les choses, c'est qu'elle préférait fuir plutôt que d'affronter les problèmes. Ils ont donc décidé de comparer l'ADN de James avec l'ADN trouvé dans les vêtements de Sherry et bien sûr, sans aucun doute, ça matchait. Donc en fait, James disait bel et bien la vérité. La police a décidé de parler cette fois-ci avec Keith et Sherry et ils vont donc annoncer à Sherry tout ça. Donc tout ce que James venait de dire devant Keith. Donc Keith va apprendre que sa femme, avec qui il a des enfants, aurait soi-disant planifié tout ça avec son ex-petite amie. Donc imaginez le choc. Au début, Sherry, elle va totalement nier tout ce que James a dit. Elle a totalement maintenu l'histoire des deux femmes hispaniques. Elle a même commencé à créer une histoire selon laquelle James l'aurait enlevé et aurait engagé 2 femmes pour faire ça. Finalement, un des enquêteurs va lui dire « La raison pour laquelle vous avez perdu autant de poids, c'est que vous avez arrêté de manger par vous-même. La raison pour laquelle vous avez des brûlures, c'est parce que vous nettoyez sa maison sans cesse avec des produits qui ont causé cela. La raison pour laquelle vous aviez cette marque, c'est parce qu'il a été acheté des outils et il vous a marqué parce que vous lui avez demandé. La raison pour laquelle votre nez est cassé, c'est à cause d'un coup de batte de baseball infligé par vous-même. » Ils lui ont dit que ça servait à absolument rien de nier tout ça parce que avec le témoignage de James, il y avait des infos très précises qu'ils n'avaient pas dévoilées au niveau de la presse. Donc ils savaient que James disait la vérité. Et Keith, après avoir écouté tout ça, il a fondu en larmes et il a quitté la salle d'interrogatoire. Keith va également révéler à la police qu'il y avait déjà eu des problèmes d'infidélité dans leur couple dans le passé, mais il va dire que tout ce qui concerne les abus, que c'était totalement faux, ils avaient même pas d'embrouille, leur couple était même trop calme et qu'il est persuadé que c'était ça qui dérangeait Sherry parce que des fois elle créait un peu des raisons d'embrouille, mais vu que lui il était quelqu'un de très chill, il rentrait pas là-dedans et ça l'a frustré un peu. En mars 2022, elle a donc été inculpée pour fausses déclarations et fraude. Elle a fini par plaider coupable. Les procureurs ont déclaré que cette fraude de kidnapping a coûté 300 000 $ en ressources dans les recherches, mais aussi dans l'argent qu'elle a récolté du conseil d'indemnisation des victimes et également de l'argent qu'elle a reçu juste après de la sécurité sociale. Tous les proches et la communauté ont été choqués par ces révélations. La communauté locale qui l'avait soutenue a été furieuse en découvrant l'affaire et également les femmes latinas de la région se sont senties très trahies. Finalement, Sherry a été condamnée à 18 mois de prison et a payé la somme de 309 000 $ en restitution au conseil de l'indemnisation des victimes de Californie, à l'administration de la sécurité sociale, au bureau du shérif et du FBI. Elle a donc dû rembourser tout l'argent qu'elle avait gagné avec cette histoire. Et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. D'un œil extérieur, tout semblait aller bien dans sa vie. Elle avait 2 magnifiques enfants, un mari, une maison, de l'argent, aucun souci de santé, absolument rien. Mais c'est comme je vous ai dit, il y a 2 théories. La première, c'est qu'elle a fait ça donc pour la célébrité, pour devenir célèbre. Et la deuxième, qui reste la plus probable, c'est parce qu'elle voulait quitter son mari et elle n'osait pas. Mais je vois pas comment tu peux te dire que c'est plus simple d'aller s'enfermer pendant 22 jours chez ton ex, te faire battre, te battre toi-même, te infliger des blessures de dingue, de simuler un kidnapping. Comment tout ça peut être plus simple que de quitter ton mari? Son mari, Keith, a très rapidement demandé le divorce après tout ça. Et il a également réclamé la garde des enfants, affirmant que Sherry ne pouvait pas avoir la garde parce qu'elle n'agissait pas de façon rationnelle et que c'était dangereux pour les enfants de rester avec elle. Il va dire « Mon objectif actuel est de passer à autre chose et de faire tout ce que je peux pour offrir à mes 2 enfants une vie aussi normale, saine et heureuse que possible. »
Voici donc l'histoire de Chéri Papini. Franchement, la fin, je m'attendais pas du tout à ça. Ça me fait vraiment de la peine pour le mari en question parce que ils étaient ensemble de 2009 jusqu'à 2016 et t'imagines ton partenaire depuis autant de temps préfère faire tout ça que de te quitter. Moi, ça me semble dingue. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle JVDT dans ce mois de JVDT. N'oubliez pas de vous abonner. Très important, je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.